Bonsoir. Je vous remercie d'avance d'être venu pour venir écouter cette conférence. Celle-ci ne propose pas une réponse, mais s'inscrit dans la déjà longue liste des écrits et conférences d'individus qui se sont posés la question « Comment enseigner l'art ?» Par ailleurs, et avant de répondre à cette question, il serait judicieux de savoir ce qu'est l'art. Après tout, nous ne pouvons transmettre ce que nous ne connaissons pas, et il n'aura échappé à personne que ce que l'on nomme art est une étrange chose qui n'a pas de forme ni de fond défini, mais détourne un espace singulier, nous permettant de voir, écouter, partager, comprendre, et, dans un même mouvement, nous échappe tel le poisson toujours sorti des eaux. Mais, en dépit du poisson qui, une fois à l'air libre, est condamné à suffoquer, l'art, pour reprendre l'expression de Robert Filiou, est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Mais quand cela commença-t-il? À l'adverbe quand surgit l'histoire. Avant l'histoire, il y eut la préhistoire. La préhistoire s'éclipsa avec l'invention de l'écriture. Des mots pour nommer, des mots pour entamer l'histoire. Cependant, contrairement à l'histoire, l'art ne débuta pas avec l'invention de l'écriture. Personne ne saurait précisément dater à partir de quel moment l'art naquit. Quand je parle de la naissance de l'art, je ne parle pas de la création d'un objet voué à représenter un dieu, ou bien le dessin d'un monde, non, un bouclier en cœur d'or, entre deux coups de bronze d'étain. Je ne parle pas non plus d'ériger un sphinx sans énigme, car seulement là pour protéger les tombes de Pharaon. Si je devais dater la naissance de l'art, je choisirais le moment où Leonardo da Vinci inscrit dans son carnet de notes qu'il n'était pas un artisan, mais un artiste. Car cette peinture n'était pas la simple présentation d'une image, mais la représentation d'une idée. Una cosa mentale, une chose mentale. Voilà. Le mot est lancé. Le ton est donné. Nous ne pouvons plus qu'actionner nos jambes et débuter la course. Cette course ne mènera nulle part. À l'image du clodo intimement à Alice de rejoindre la course grenue, cette course n'a pas d'autre but que d'atteindre n'importe quoi. N'importe quoi ne débuta pas avec le clodo, ni avec Alice, ni avec Lewis Carroll, encore moins avec Da Vinci. Même si celui-ci devait bien se douter qu'une telle déclaration ne pourrait conduire à n'importe quoi. On peut même se demander s'il ne dit pas celle-ci pour justifier le fait que lui-même faisait n'importe quoi, ne terminant jamais ce qu'il entreprenait, s'épuisant dans des dizaines de projets qui étaient réels sous ses cheveux gris, sous une pile d'autres projets voués, à l'instar de Mona Lisa, d'être travaillés d'Italie en France, détruits pour que d'autres survivent, recommencer jusqu'à épuisement. Épuisement qui n'était autre que l'arrivée insidieuse de l'ennui de Léonard, l'obligeant à cesser ce qu'il avait entrepris et d'abattre Cavallo avant même qu'il ne fût coulé. Naturellement, à cette époque, les canons faisaient feu de tout bois, les châteaux tremblaient, les hommes succombèrent. D'autres élaborèrent de nouvelles techniques pour contrer ces canons, pour pouvoir, à leur tour, faire trembler d'autres châteaux, les armes devenant plus légères. L'image de l'ennemi changea. Il y avait de moins en moins besoin d'envoyer un peintre rendre compte de l'état de l'ennemi. Avec l'invention de la caméra obscura, la peinture devait changer. La représentation de l'homme ne tenait plus au simple talent du peintre. Le peintre, c'était de nouveaux outils, lui permettant de saisir des détails que son œil seul n'aurait pas été capable de lui tenir, de saisir en toute la complexité. Le changement de lumière, le glissement de la couleur, l'éclat d'une perle pendue à l'oreille d'une jeune fille entourmadée de bleu, les lèvres entrouvertes, le regard de biais, vers notre regard,
le regard du peintre. Le temps continua sa course. Les peintres succédèrent. Les techniques se développèrent. Dans son atelier, Louis Daguerre inventa ce procédé, fixant l'image sur une couche d'argent. Cette image ne chamboula pas seulement les peintres, mais aussi les penseurs. Dans sa célèbre lettre, Humboldt décrivit ce procédé. Le revêtement chimique, mystérieux dans lequel la lumière dessine, rendant les rares traces invisibles, est tellement sensible à la lumière que le jour de mon départ, Daguerre nous apporta, après l'observatoire, l'image du disque lunaire, un portrait de Luna elle-même. Un revêtement interphane n'arrêterait certes pas l'effet éclairant du soleil. C'est tout ce que Daguerre montre, c'est tout ce qu'il peut montrer et savoir. Tels sont les espoirs que la contemplation des produits, des images, suscite aujourd'hui. Cela n'aurait plus rien apporté, ne rien signifier. Mais, de l'autre côté du Rhin, cela contribua, d'une façon ou d'une autre, à moins que cela ne soit qu'une autre étrange coïncidence de l'histoire, à de nouvelles idées. Les Schlegel, Novalis, Tieck, Hoffmann, Friedrich, Schelling, Hölderlin donnèrent alors naissance au romantisme allemand, et avec lui, une nouvelle esthétique. Cette esthétique n'appartenait plus à Da Vinci, ni à Vermeer, quoique cette esthétique ne devait pas seulement ravir une poignée d'individus hautement intellectualisés des salons d'un peu de thé. Non, cette esthétique devait être enseignée. Car, pour Schiller, c'est la culture qui infligea une dissociation de l'homme au niveau de sa compréhension du monde qui l'entoure. Pour rétablir cette unité, il faut recourir à l'éducation. Ainsi, l'individu serait dirigé vers une modification individuelle, le dirigeant vers un partage avec l'autre. Parler, c'est bien. Mais pour dire quoi? Écouter n'importe quoi? Marteler sa voix à la mesure d'un marteau d'une cellule à Rodez? Souffler sa voix, ses poings, ses poches crevées? Créer une langue nouvelle, née de plus de 70 dialectes? Et la chanter à néanmoins? Parler en attendant la fin d'avril, le plus cruel des mois? Décrire les spectateurs, leur stupeur à la vue de mes gouttes, auréolant mes aisselles? Ma chemise, définitivement non blanche, mais l'éponge de course qui jamais ne cessera. L'étudiant, entamant cette étude artistique, n'entend-il que du blabla? Ce blabla, n'est-il pas celui des professeurs, estimant que sa production, à l'aube de ses études, n'est pas parfaite, mais une poétique s'y entrevoit? À l'instar du tapis, une poétique revient. Tout à l'heure, nous l'avons évité. Détournons notre regard de son sens, nullement fermé, mais autrement plus ouvert. Désormais, nous ne pouvons plus le dérober. Nous devons tenter de le définir. Mais peut-être que cette tâche ne nous revient pas, mais revient au poète. Après tout, il est évident pour tous que dans poétique se trouve le poète. D'ailleurs, Wikipédia fait de l'amalgame artiste-poète. Boyce est un poète, car, suivant le principe nimbaldien, la première étude de l'homme qui veut être poète est sa propre connaissance entière. Il cherche son âme, il l'inspecte, il la tente, l'apprend. Dès qu'il la sait, il doit la cultiver. Cela semble simple. En tout cerveau s'accomplit un développement naturel. Tant d'égoïsme proclame auteur. Il en est bien d'autres qui s'attribuent leur progrès intellectuel. Mais il s'agit de faire l'âme monstrueuse, à l'instar des compatricos, quoi. Imaginez un homme se portant des verrues sur le visage. Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. Et on n'est jamais timide que dans la mesure où on est vu. On est toujours vu que dans la mesure où on voit. Au milieu du XXe siècle, avant d'écrire les discours de Gucci, après avoir écrit ce troubadour du sud de la France, avoir découvert James Joyce et cette relance de Scantos, Ezra Pound rédigea un essai au cœur de l'acte poétique. Cet ouvrage, je ne retiendrai que quelques phrases
quelques punchlines dignes de meilleurs films hollywoodiens. La poésie n'est pas de règles, sous réserve de cas négligeables. Et de continuer, à moins que ce ne soit mes souvenirs qui extrapolent, ce qui ressemble à de la poésie n'est pas de la poésie. Cet adage convient tout à fait à l'art. Ce qui ressemble à de l'art n'est pas de l'art. L'étudiant doit alors se poser la question, qu'est-ce qui est art? Qu'est-ce que l'art? Et qu'attend-il une école d'art? Car ce qui ressemble à de l'art n'est pas de l'art. La première tâche de l'enseignant d'art est de briser le vase, briser l'image que l'étudiant a de l'art. Cela est nullement simple, cela est au contraire déstabilisant. Mais comment pourrait-il en être autrement? Briser le vase revient à un dérèglement de tous les sens. Ce dérèglement ne peut être cité par le professeur seul. Il appartient à l'élève de rencontrer un univers poétique. Cela peut être le cas le temps d'un workshop. Lors d'un workshop, l'étudiant travaille avec un artiste. L'artiste ne vient pas simplement parler avec les élèves, il travaille avec eux. Il leur prête ses préoccupations artistiques et sa méthodologie de travail. Une préoccupation chère à l'artiste, qui traverse l'ensemble de son œuvre. Devient le temps de ce workshop la préoccupation des élèves. Cette préoccupation, ils en font la leur et la modifient en relation avec leurs propres préoccupations. Dès lors, il ne s'agit plus d'un échange verbal, d'un blabla, mais d'un échange plastique et cosmogonique. En effet, la particularité de la création contemporaine est que les artistes contemporains ne se déploient pas dans une multitude de pratiques artistiques. Ils n'en possèdent qu'une seule, qu'ils remettent continuellement en question en traversant une multitude de médiums. Ce passage d'un médium à un autre transforme du coup le regard que l'on portait sur un questionnement qui semblait épuisé. Ce questionnement réactualisé réactive du même coup le médium lui-même. Un médium qu'on ne pensait pas, peut-être plus capable de soulever telle question. Le génie des artistes contemporains trouve dès lors sa faculté à renouveler avec justesse un questionnement artistique quasi éternel et qui semblait totalement hors de toute préoccupation contemporaine. Cette relecture de cette question s'opère dans la mixité des pratiques, la transversalité des médiums, un faire n'importe quoi qui est en réalité un véritable tissage d'hétérotopies. Et ces hétérotopies ne peuvent être transmises, car n'importe quoi, l'art, est intransmissible. Ce n'est pas l'art que nous pouvons transmettre qu'un savoir, détourant l'art. Ces savoirs sont l'image du passé contradictoire. Apprendre à maîtriser le sténopé à l'ère du numérique, quand tout à chacun dilapide des images, est absurde. Et pourtant, c'est par cette maîtrise que l'image devient réelle. Elle n'a plus le temps d'une fête capturée via un smartphone. Elle arbore une matérialité qui n'existait pas avant que cette course commence. Avant que cette course débute, nous pensions trébucher, mordre notre langue et proférer des sons qui n'auraient puissance qu'à leur lecture a posteriori. Nous frémissions un instant en pensant que notre pas ne réussirait pas à trouver sur quoi se poser. Et les 5 km sont depuis épuisés. Et pourtant, nous n'avons toujours pas parlé de ce n'importe quoi. Nous n'avons fait que tourner autour. Et peut-être est-ce mieux ainsi. Après tout, aucune parole ne rendra jamais mon corps en action. La vérité que je n'ai pu énoncer, cette vérité qui n'appartient à personne, qui n'a de sens que pour moi, ne gardera jamais le poids de mon t-shirt éponge de sueur. Ces vêtements ne représentent qu'une tentative. Quelqu'un d'autre s'essaiera aussi à cette course. Un autre que moi. Et c'est dans cet autre, dans ce devenir toujours en mouvement, toujours à la rencontre d'autres devenirs, dans ces jambes ralentissant le temps de ce tapis, qu'est n'importe quoi. Maintenant, si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Nous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de...